Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir, un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui. On m'a demandé d'aborder la question du rôle de la culture dans la construction de l'identité. Je vais vous proposer de nous en tenir à une définition courante des termes culture et identité, car le temps manque pour en déplier tous les aspects et les problèmes que cela pose, tant du point de vue de la sémantique que de la philosophie, ou de la sociologie d'ailleurs. Ce que je vais vous proposer, donc, c'est de commencer cet exposé en posant la question « Qui suis-je » Alors, bon, vous avez une partie de la réponse au-dessus de ma tête. Je suis Sophie Schaaf-d'Arthoën, je suis maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Je suis anthropologue et je fais des recherches en anthropologie à partir d'un terrain que je mène au long cours depuis une trentaine d'années à Wallis, en Polynésie occidentale, au cœur de l'Océanie, mais aussi dans la communauté wallisienne en métropole. Cette façon de me présenter est partielle. Je ne me présente là que sous des aspects qui sont à la fois sociaux et institutionnels. Institutionnels parce que la nomination est validée par l'état civil, ma profession elle-même est validée par un cursus qui est sanctionné par des diplômes. Le champ d'expertise, qui est le mien, est également le résultat de pratiques qui s'inscrivent dans des normes à la fois scientifiques et professionnelles et académiques. Donc, c'est une façon partielle qui pourrait être complétée si j'abordais d'autres aspects de ma personne, par exemple des aspects physiologiques. Bon, je vous apprends pas grand-chose si je vous dis que je suis une femme, mais je pourrais vous donner mon poids, ma taille, vous donner donc des aspects de ma personne physique, mais aussi des aspects psychologiques, par exemple la conscience que j'ai de moi-même, et notamment à travers la continuité de l'expérience, malgré le temps qui passe. C'est la même chose si je fais état de la conscience de ma présence aux autres et de ma présence parmi vous aujourd'hui, par exemple. Je pourrais élaborer là-dessus. Je pourrais aussi élaborer sur mon histoire, sur mon expérience, sur ce que je sais faire ou pas faire, sur ce que je ressens. Et tout ceci en omettant toujours un certain nombre d'informations de façon plus ou moins délibérée, consciente, parce que les informations dépendent systématiquement d'une sélection qui s'opère en fonction d'aspirations, mais aussi de motifs profonds et d'une pertinence. Bref, ce que je suis ne se résume pas à ce que je dis ou à ce que je montre de moi, parce que ce qui me construit en tant que personne est infiniment plus complexe et toujours changeant. Lorsque c'est explicité, comme c'est le cas aujourd'hui, lorsque ça peut vous paraître évident, c'est toujours par rapport à un contexte que nous partageons, plus ou moins, mais qui est singulier. Contexte et des enjeux par rapport à ce contexte. Donc, j'ajouterais qu'une part de mon identité se construit aussi dans votre regard, dans la façon dont vous percevez ce que je suis, et dans ce que je perçois de votre regard en retour, comme un miroir, un effet de miroir. Et votre regard, je peux y adhérer, m'y conformer, mais je peux aussi m'y confronter, ne pas adhérer justement à ce que vous percevez de moi. Sous cet aspect, l'identité est une co-construction. Alors, puisque la question est ici celle du rôle de la culture, je vais tenter de faire une réponse d'ethnologue. Je vais laisser de côté ce qui est inné, je n'ai pas les compétences pour ça, pour aborder avec vous ce qui est acquis. Et ce qui est acquis se rassemble en deux grands ensembles qui, pour parler de façon un petit peu générale, qui correspondent à d'un côté ce qui est transmis et d'un autre côté ce que nous construisons au fil de nos parcours. Alors pour commencer par ce qui est transmis, inculqué, on pense évidemment tout de suite aux règles et aux valeurs, au corpus de connaissances, au savoir, aux techniques plus ou moins valorisées en matière de musique, de danse, de dessin, etc., telles que l'éducation nous les procure. Mais il y a aussi tout ce qui résulte de notre socialisation, ce qui s'impose à nous par des phénomènes d'imprégnation et de lente familiarisation, ce qui est assimilé de façon plus ou moins consciente
ce que les ethnologues appellent l'habitus, c'est un grand mot, mais qui désigne notre aisance à nous comporter selon des normes qui sont propres à notre entourage et en maîtriser les pratiques quotidiennes. Par exemple, se tenir à table et utiliser de façon appropriée et efficace une fourchette ou un stylo ou un clavier d'ordinateur, ça fait l'objet d'un apprentissage sur plusieurs années. Tous ces micro-gestes, ces routines, ces habitudes, des normes incorporées qui sont à la fois personnelles, parce qu'on se les approprie, mais aussi culturelles, parce que c'est lié au contexte culturel qui nous entoure. À cet égard, une remarque importante toutefois, tous ces éléments de culture qui nous sont transmis ne nous conditionnent pas pour autant. On n'est pas prisonnier de notre culture, loin de là. Nous sommes toujours engagés dans des processus d'évaluation et d'ajustement qui nous laissent des marges. Par exemple, pour ce qui relève des salutations, le fait de regarder son interlocuteur dans les yeux peut être interprété différemment selon les contextes, mais aussi selon les cultures. Dans certains cas, c'est une marque de respect. Dans d'autres cas, ça peut être une forme d'impertinence, voire de défi. Donc, on est toujours en train d'évaluer les situations et de voir comment agir au mieux en fonction de la situation. Ici, la relation à notre environnement est essentielle. Et ici aussi, il faut inclure la relation aux autres, qui, par leurs encouragements, leurs félicitations, mais aussi leurs réprobations, des fois leurs sanctions, vont nous guider dans notre évolution et vont nous aider à agir correctement en prenant conscience de la place qui nous est assignée dans un collectif donné. Les collectifs peuvent varier, mais aussi de notre existence en tant qu'elle prend racine dans des interactions avec un entourage plus ou moins large. J'en viens à ce que nous construisons. On vient de voir ce qui est transmis par inculcation. Là, j'en viens à ce sur quoi nous sommes plus activement engagés au fil de nos parcours singuliers et tout au long de notre vie, ce qu'on peut considérer comme étant une forme de réalisation personnelle qui peut être en partie indépendante de la culture avec ses dimensions psychiques, psychologiques. Dans ce qu'on peut classer dans ce registre, il y a évidemment les connaissances que l'on se forge tout au long de notre vie, des différentes formes d'expertise, de talent, de savoir-faire, de compétences aussi, qui sont plus ou moins reconnues, institutionnalisées, des intérêts qu'on va développer, des sentiments que vont générer des rencontres, des événements dans lesquels on va se trouver impliqué. Toutes ces dispositions, ces savoir-faire techniques plus ou moins spécifiques, qui, tout en étant développés selon des normes, vont répondre à des attentes, à des buts délibérés que nous nourrissons, qui ne sont pas nécessairement imposés de l'extérieur. Et on retrouve là aussi notre capacité à évaluer des situations, à s'y positionner en fonction de règles, de normes, d'enjeux, tout comme c'est le cas pour ce qui est transmis, mais à un autre niveau. Là, le niveau est celui des connaissances et des compétences en tant qu'elles sont délibérément acquises, entretenues, afin de mieux maîtriser notre action pour parvenir à nos buts et satisfaire nos besoins. Donc là, on est dans le registre d'une action intentionnelle, délibérée. Dans ces deux cas, la culture est centrale. Elle consiste le plus souvent dans, je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, des normes, des règles, des conventions plus ou moins explicites, mais aussi dans des institutions locales, dans des institutions sociales. On pense à l'école, à la famille, aux associations sportives par exemple, mais aussi on oublie souvent le langage et la langue dans laquelle nous sommes socialisés dès avant notre naissance, in utero, mais aussi dans laquelle nous communiquons régulièrement, avec laquelle nous interagissons avec notre entourage. Par ce moyen, on dit le monde, on échange à son sujet, on raconte ce qui nous arrive, et ce faisant, on use de constructions narratives qui mettent en lien des événements qui sont souvent disparates. On met en lien aussi des événements avec nos émotions, on met en lien des rapports, on construit des rapports de cause à effet entre des événements, par exemple, des événements et des émotions, des événements et des pensées, etc., etc. Le langage, c'est ce qui nous permet d'unifier notre expérience en reliant des faits éparses de différentes natures. Par son intermédiaire, on reçoit aussi de l'information. Cette information, elle est organisée au moyen de mots et de concepts.
Ces mots et ces concepts forment un vocabulaire, mais à travers ce vocabulaire et les lexiques qui l'organisent, les mots et les concepts constituent un ensemble, un univers de pensées, d'idées qui sont plus ou moins stabilisées sur la façon dont le monde se présente à nous et dont nous le percevons. Le langage, et donc chaque langue spécifique, organise ainsi notre expérience du monde et à un certain point au moins, jusqu'à un certain point au moins, le monde tel qu'il est socialement et culturellement organisé autour de nous. Un exemple, mais on pourrait en prendre une infinité. En fait, les langues posent les phénomènes de traduction, les tentatives de traduction posent tout ce type de problème. En wallisien, par exemple, oiseau se dit manoulélé, mais manoulélé, en retour, ne désigne pas que les oiseaux, mais aussi les chauves-souris. Donc on voit là des phénomènes des phénomènes d'inadéquation, en tout cas là en l'occurrence une inadéquation partielle, mais des phénomènes d'inadéquation catégorielle en passant d'une langue à l'autre. C'est vrai pour le français et le wallisien, mais c'est vrai pour le français et l'anglais, etc. La plupart de ces contextes, vous l'avez compris, ont donc une incidence importante sur notre développement en tant qu'humain. Et la langue est là un médiateur essentiel. Elle organise mon expérience et user d'autres langues m'ouvre de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives sur le monde, mais aussi sur ce que je peux en apprendre. Nos paroles, nos actions, notre seule existence au sein d'un groupe social, par ailleurs, nous engagent dans le monde. Cet engagement dans le monde et l'expérience qu'on en tire, avec leur lot d'échecs plus ou moins productifs, vont générer des compétences, des connaissances qui sont développées tout au long de la vie au regard des contextes particuliers. Donc vous l'avez compris, ces contextes ont des dimensions essentiellement culturelles et sociales. Nous ne vivons pas dans un isolement total tel Robinson Crusoe qui vit sur une île déserte. On vit entre humains, mais aussi en contact étroit avec des objets et des choses de l'environnement, environnement naturel, mais aussi environnement culturel, en ce que ces objets, ces choses, sont spécifiquement destinés à notre usage, à notre bien-être et à notre survie, notre survie personnelle, mais aussi celle de notre groupe, quel qu'il soit, de nos groupes. Donc, vous le voyez, la définition de personne et d'identité gagne encore en complexité, puisque selon les sociétés, les catégories, alors qu'il s'agisse de personnes et identités, mais aussi d'humains, de choses et d'objets qu'on vient de voir, ne trouvent pas d'exact équivalent. Ça suppose des expériences différentes du monde et des formes de pensée qui sont alternatives à son sujet. Donc la question du contexte culturel et social est cruciale. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Il présente des variations en termes de perception, d'expérience et des conceptions qu'on peut en tirer. Tous ces phénomènes ne sont pas toujours faciles à appréhender, sinon par un effort plus ou moins poussé de réflexivité et de mise à distance. C'est souvent la distanciation qui nous permet de voir à quel point nous sommes imprégnés de culture et constitués des relations sociales qui nous traversent. Ce que je veux dire là, c'est que la conscience aiguë que l'on peut avoir d'une dissonance en matière de perception, d'expérience, de conceptualisation, notamment des sensations plus ou moins fugitives, d'inadéquation, de perte de repères, d'étrangeté, cette conscience aiguë surgit au détour d'une expérience inhabituelle dans des situations qui nous apparaissent clairement, où nous apparaît clairement le poids des habitudes, des normes et des usages, notamment des usages du langage. Ça, c'est souvent le cas face à des pratiques différentes, à des façons différentes de faire et de penser. Le fait de nous y confronter fait émerger de la perplexité, des interrogations qui montrent à quel point la confrontation avec l'altérité peut être à la fois problématique mais aussi enrichissante. Sous cet aspect, ce que l'on appelle les terrains ethnographiques, pour revenir là à ma pratique professionnelle, c'est-à-dire des enquêtes de longue durée fondées sur une fréquentation assidue des gens avec qui on travaille, mais aussi les voyages et les échanges interculturels sont formateurs.
je suis moi-même partie dans un parcours qui repose sur plutôt des échanges interculturels, ensuite des voyages, et puis ensuite une pratique plus professionnelle de ces techniques de distanciation, de décentrement. Donc, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il n'est pas d'expérience qui ne nous transforme, et en l'occurrence, qui ne nous ouvre l'accès à de nouvelles connaissances, de nouvelles perspectives sur le monde et sur la façon dont il est peuplé. J'en viens à une conclusion qui ramasse le propos. Naître et grandir dans un monde social, dans une culture donnée, est une caractéristique qui est propre à notre espèce, en tant qu'humain. Mais l'univers familier de la culture, cet univers qu'elle forme autour de nous et en nous, ne nous enferme pas. Il est toujours possible Il est toujours possible de s'ouvrir à d'autres cultures et de s'en laisser pénétrer. Cette ouverture sur ce qui est différent, sur ce qui nous est inconnu, peut être un détour qui nous enrichit, qui aiguise notre conscience à deux niveaux. Le premier niveau, qui est un niveau qu'on peut considérer comme relatif, une forme de relativisme, et que cette ouverture renforce comme en retour la conscience du milieu naturel et social qui fait de nous ce que nous sommes. Alors, c'est ce qui résulte de nos choix et de nos aptitudes personnelles, de notre parcours toujours singulier, mais toujours en ce qu'il se déroule dans le cadre de traditions familiales, régionales, nationales, des traditions aussi qui peuvent être professionnelles, qui peuvent être amicales, institutionnelles, et qui nous situent dans des formes d'héritage qui sont plus ou moins conscients. Mais à un autre niveau qui est là plus universaliste, cette ouverture enrichit notre expérience et nous permet d'approfondir notre compréhension du monde. En cela, accepter des différences qui sont essentielles au développement de notre humanité nous permet de nous accomplir plus pleinement en tant qu'être humain. Voilà, je vous remercie.